C'est à 25 ans que des personnages solennels à la faculté de Nantes m'ont remis mon diplôme de docteur en médecine, avec en cadeau un stylo offert par une importante société pharmaceutique. Puis je suis reparti le soir même avec ma mère à Aumbras, un petit bourg à une vingtaine de kilomètres de La Roche-sur-Yon. Oh, je crois bien que ce jour-là, ma mère était pleinement heureuse. Oui, j'avais choisi la médecine pour lui faire plaisir, alors que j'aurais mieux aimé traîner mes bottes dans les champs. Alors, ben, le soir même, j'entrais en quelque sorte en fonction dans un cabinet que ma mère avait acheté à un vieux docteur qui s'appelait Marchandou. Le vieux Marchandou qui vivait à quelques pas de chez nous, avec sa seconde fille, Jeanne, qui avait 22 ans. Je ne sais pas si elle était jolie, mais je savais qu'un homme à un certain âge ne se mariait plus. Alors, ben, pourquoi pas Jeanne? Elle était douce comme ma mère. Ma mère continuerait de diriger notre ménage. Nous sommes restés fiancés pendant 1 an, c'était la coutume, et ma mère nous a mariés, et nous avons une fille, et ma femme est restée très très malade pendant 3 mois après ses couches. Oh, excusez-moi, si je parle de ma première femme avec ce qui pourrait passer pour de la désinvolture. Mais la vérité, c'est que je ne la connaissais pas. C'est que je ne l'ai jamais connue. Mais oui, elle faisait partie du décor de ma vie. Elle faisait partie des conventions. J'étais médecin, alors j'avais épousé une fille douce et comme il faut. Elle venait de me donner une fille, après un accouchement pénible, et je la soignais, mais du mieux que je pouvais. Si vous m'avez demandé à brûle pourquoi aimez-vous votre femme, j'aurais déclaré le plus grand démon du monde, naturellement. Mais parce qu'il est naturel qu'on aime sa femme. Oh, il est naturel aussi qu'on lui fait des enfants. Et tout le monde me répétait « Oh, Charles, mais le suivant, ce sera un gros garçon. » Et ça faisait plaisir à ma mère. Alors moi, ben, je me faisais à cette idée d'un gros garçon. Mais après un accouchement encore plus pénible que pour le premier, nous avons eu une énorme fille, à qui il manquait quelques grammes pour faire 12 livres. Et ma femme mourait 2 heures après, sans un regard de reproche. Bon, je ne me serais pas indigné. Non, non, je vous assure. Hein. Si, aux assises, le président avait déclaré en me montrant d'un doigt menaçant, « Mais vous l'avez tué !» Mais, oui, c'est vrai, mais seulement pour celle-là. Bon, je ne le savais pas. Mais oui, je l'ai tué. L'épouse d'un de mes collègues était venue accompagnée d'une amie armande qui était veuve depuis plus d'1 an pour la sortir, lui changer les idées. Elle est la fille de ce qu'on appelle chez nous un propriétaire, c'est-à-dire un homme qui possède un certain nombre de fermes et qui vit de ses revenus en ville. J'ignore s'il est de vraie noblesse, ou si, comme la plupart des hobereaux de Vendée, il s'est contenté d'ajouter une particule à son nom. Toujours est-il qu'il s'appelle Hilaire de Lanus. Elle était venue, vêtue de noir, avec un peu de mou. Oh, ses cheveux blonds, arrangés avec un soin particulier, formaient une masse lourde et somptueuse. Elle parlait peu. Oh, par contre, elle regardait. Oh, elle voyait principalement tout ce qu'elle ne devait pas voir. Par exemple, nos meubles un peu arrangés au petit bonheur, nos grands murs un peu vides, et alors à chaque fois, un léger petit sourire flottait sur ses lèvres empreint d'une extrême bienveillance. Oui, bon, faudrait-il dire plutôt d'une ironique condescendance. Enfin, toujours est-il que cela me mettait fort mal à l'aise. Mais que c'est là que j'ai eu soudain conscience du vide de notre maison. Oh, je ne voulais pas jouer au bridge, j'étais à cette époque un joueur plus que médiocre. Oh, mais si, voyons, me dit Armand, je tiens absolument à vous avoir comme partenaire. Vous verrez que cela ira bien. Ma fille, je n'avais jamais joué aussi mal que ce soir-là. Oh, mais voyons, M.
monsieur Lavoine, prenez votre temps. Ne vous laissez pas impressionner par ces messieurs. Maman, mère, ont été très impressionnés par cette femme qui évoluait avec tant d'aisance et de naturel que cela avait l'air d'un secret. Mon juge, il arrive à la campagne qu'une bête se mette à vous suivre, vous et pas un autre, qu'elle pénètre derrière vous dans votre maison, mais que là, tranquillement, avec une certitude quasi absolue. Elle décide que désormais, cette maison sera la sienne. Non, ce que je vais essayer de vous expliquer, eh bien, c'est le Carman est entré chez nous le plus naturellement du monde, et que le plus naturellement du monde, elle y reste. Tous mes amis, mes confrères, ma mère, par une sorte d'accord tacite, me poussaient à ce mariage. Or, cette femme si étonnante, je la désirais pas. En retournant, j'aperçois une jeune femme qui venait d'arriver avec de grosses valises. Nous l'avons raté, dit-elle. Après, tant j'ai balbutié. Le prochain part ce soir à 10h12. Ah bon? Ah bon, en attendant, il ne reste plus qu'à mettre les bagages à la consigne, dit-elle. Ne sachant pas très bien si elle s'adressait à moi ou si elle se parlait à elle-même. Machinalement, je l'ai suivie. Nous ne parlions pas d'amour. Pas encore. Nous étions deux chiens mouillés, harassés dans la grisaille d'un compartiment de seconde classe à 7h30 du matin, alors que le jour, faute de soleil possible, tardait à se lever. En arrivant à La Roche, nous avons pris un taxi pour l'hôtel de l'Europe. Bien que le chauffeur me connaisse parfaitement, je tenais la main de Marie. J'étais penché sur elle comme un homme amoureux et je n'en avais pas honte. Oh, surtout Mathilde. Ne téléphone à personne et ne sors pas avant de m'avoir vu. Je passerai te voir vers midi. Attends, mais non, c'est l'heure de ma consultation. Oh, mais toi, viens chez moi, on peut toujours rentrer chez un médecin. Comment c'est ridicule. Oh non, mon juge. Oh non, j'avais si peur de la perdre que je ne voulais à aucun prix qu'elle fît boquer avant. Devant l'hôtel de l'Europe, je suis m'inventé avec elle dans sa chambre. Nous ne nous sommes même pas embrassés. Chez nous, me dit le chauffeur, on se retourne. Chez moi, puisque cet homme le disait. Voilà pourquoi je ne veux pas être tenu pour fou ou pour irresponsable, pour martyr, pour que je l'ai définitivement délivré, pour que notre amour vive. Et ce n'est plus qu'en moi qu'il peut vivre. Je ne suis pas fou. Je ne suis qu'un homme. Un homme comme les autres, mais un homme qui a aimé et qui sait ce que c'est que l'amour. Je vivrai en elle, avec elle, pour elle, aussi longtemps que cela me sera possible. Et si je me suis imposé cette attente, si je me suis imposé cette sorte de foire qu'a été mon procès, c'est qu'il fallait, coûte que coûte, qu'elle continue de vivre en quelqu'un. Et si je vous ai écrit cette longue lettre, c'est